Rebonjour le DevFest. Ouh, à midi, vous étiez chaud. Là, on sent la barrière difficile du 16h et quelques. Là, c'est compliqué. Je voulais vous parler un petit peu de notre sujet, de notre speaker. On rigolait hier parce qu'on se disait, il y a plus de 10 ans, quand on a démarré dans une nouvelle société et qu'on nous donnait notre PC, on passait environ 3-4 jours à faire son setup en présentiel. Et souvent, c'était pas facile et on découvrait plein de choses et c'était un peu ardu. Maintenant, dès qu'on arrive dans une entreprise, finalement, je sais pas vous si vous avez switché pendant le Covid, on peut faire ça même en remote, ça se passe très bien. Et souvent, sans souci, au bout de quelques heures, on s'en sort. Du coup, juste pour rigoler, la petite chose qui s'est passée pour Alexis, notre speaker, c'est que hier, il a pris son train et malheureusement, il a oublié son PC. Est-ce que c'était voulu ou pas voulu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était incroyable, c'est qu'avec son setup qui était quasiment en ligne, il a pu reprendre une machine de près et il va pouvoir vous donner ce talk aujourd'hui. Et il est prêt, quoi. Il est ready. En quelques heures, il était bon. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alexis. Donc, tout ce qu'a dit Estelle est vrai. C'est un acte manqué total. Je suis parti hier, le sac à dos plein et le laptop n'était pas dedans. Alors j'ai la chance. Donc c'est pas le dernier projet chez Google, c'est un laptop, il faut que je le rende. Voilà. Celui-là aussi, on me l'a prêté. Donc pour le coup, on va voir si l'idée de pouvoir embarquer, onboarder à l'américaine des développeurs, c'est des choses qu'on peut faire facilement de nos jours ou pas. Est-ce qu'on est sur quelques jours, quelques heures ou moins que ça? Ça sera à vous de me le dire en fin de session. J'ai un petit QR code là. Il reviendra. Ça me permettra de comprendre un peu plus qui est dans la salle. Si vous arrivez à le scanner, faites-le maintenant, mais il réapparaîtra un petit peu plus tard. Alors, je voulais vous montrer un petit quelque chose là. Alors, j'étais en train de développer un peu dans le train sur ce laptop. Bon, c'est une appli en Java, c'est du Spring, c'est déployé dans le cloud, peu importe. Et c'est un environnement qui doit vous paraître familier, c'est VS Code. Mais si je vous dis qu'en fait, ça tourne dans un navigateur, et tout ça, c'est dans un data center Google, et c'est totalement sécurisé, le code source n'a jamais quitté ce data center, mais c'est autant de choses dont je vais vous parler dans les quelques minutes qui suivent. Alors, il y a très longtemps, on ne va pas remonter aux cartes perforées, mais on n'avait pas trop le choix, que ce soit les cartes perforées ou des connexions sur des serveurs ou des mainframes. Télétravail, impossible. Ça, c'est très clair. Un demi-siècle plus tard, on a résolu le problème du « mais ça marche sur ma machine ». Alors, on a fait du Docker, on a des containers qui ont été popularisés, qui ont été très utilisés pour les applications, et finalement, pas ou peu pour les environnements de développement. Et donc, on est quand même encore aujourd'hui dans une situation, comme le disait Estelle, où rajouter quelqu'un à un environnement dans une équipe, eh bien, ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis, on n'a jamais vraiment fini, parce qu'il y a toujours la petite librairie, le petit truc qu'on n'avait pas bien configuré sur la machine. Alors, le but, ce n'est pas de faire une étude exhaustive, ni même l'historique de tous les outils de développement. C'est beaucoup plus d'essayer de comprendre quel est l'état de l'art, de regarder ce qui est proposé, parce qu'on est finalement tous ici des artisans, développeurs, et on se doit d'avoir les meilleurs outils, sans pour autant changer complètement nos habitudes, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire. Et effectivement, pourquoi changer? Parce qu'on va en tirer quelque chose. Alors, c'est quoi ce quelque chose? L'outillage, c'est super personnel. Bien sûr, il y a le produit, l'outil que vous développez, c'était ça le QR code, pour savoir un petit peu qui est dans la salle et ce que vous utilisez. On ne va pas vous imposer quelque chose d'autre, c'est pas possible. On a essayé dans le passé, c'est très difficile. L'outil, les fonctionnalités, déjà, là, chacun a ses habitudes, a été formé et se sent vraiment productif et à l'aise avec ça. Et puis, je ne vous parle pas du dark mode, les polices de caractères, les raccourcis clavier, les bindings, tous ces trucs-là. Il ne s'agit pas de changer ça. Il s'agit vraiment de comprendre si l'environnement, lui, peut évoluer pour fournir plus de valeur à l'entreprise, à l'équipe et à vous en tant que développeur. Alors, parmi les choses qui sont quand même assez compliquées, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent, c'était le temps que l'on met à onboarder quelqu'un.
Alors vous allez me dire, si on est 2 à travailler, 3, bah, peut-être que c'est pas trop un souci, effectivement, surtout si vous travaillez ensemble physiquement. Par contre, si vous avez des gens qui sont en télétravail ou des gens qui ont besoin d'être rajoutés au fur et à mesure de l'évolution du projet, d'autres peut-être le quittent, mais là on va avoir des problématiques qui sont un petit peu différentes qu'il va falloir adresser avec une certaine structure dont on va parler. Il y a aussi le fait, la machine, il faut l'acheter. D'habitude, c'est plutôt du haut de gamme. Ça a un coût, il faut la déployer, il faut l'envoyer. C'est pas toujours possible. Et tout ça, c'est vrai, le haut de gamme, parce qu'on a besoin de faire sa compile, ses builds et tout ça en local. Et c'est peut-être un petit peu dommage. Et puis, on a cette problématique du ça marche sur ma machine. Moi, mon environnement, il marche, et celui d'à côté, il marche pas. C'est pas une différence entre du dev, de la prod et des tests, c'est aussi déjà entre différents postes de développement. Et puis parfois, on a besoin d'accéder à des ressources dites privées à l'entreprise. Et donc là, le VPN, la config réseau, le petit soft qui, bien sûr, ne marche pas au moment où il faut aller chercher la donnée dans un build ou pour définir une configuration, là, c'est un petit peu embêtant. Et enfin, les builds s'ils sont faits en local, particulièrement longs parce qu'ils sont limités par l'infrastructure qu'on a sur une machine, même si c'est du haut de gamme. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut paralléliser facilement et ce n'est pas quelque chose que l'on peut raccourcir là non plus facilement. Alors c'est là qu'on revient sur mon petit QR code. Si vous avez un téléphone, je vous invite alors soit à taper l'URL qui est relativement courte, soit à scanner, à flasher ce QR code. Et je vais voir un petit peu les résultats qui s'affichent, alors que j'ai moi, il va falloir me croire. Et donc les choix qui sont proposés sont les suivants. Quel est votre outil de développement principal aujourd'hui? S'agit-il de VI ou Emacs, de VS Code, d'IntelliJ ou autre chose? Alors les résultats arrivent, on a à peu près... on est autour d'une centaine de votes, donc on va commencer à dire que c'est représentatif, donc ça continue à arriver. On va donner encore quelques secondes à tout le monde pour faire ça. Ah oui, là on monte, c'est très bien. Bon, ça ne changera plus. On a à peu près 2 fois plus d'IntelliJ que de VS Code. Et on a donc 76, 52, ça monte, ça rattrape, VS Code. Il y a quelqu'un qui a écrit un script. Il y a un gros fan de VS Code. Donc 80... Il faut que j'arrête à un moment donné. Allez, on va attendre 100. 97 IntelliJ. 73 VS Code. 30 autres. Et 7 VI ou Emacs, parce qu'on veut fâcher personne. Les autres, les 32, c'est quoi? Eclipse. NetBeans. Non, mais allons-y. OK, bon, merci. Ça va me permettre de comprendre un petit peu plus. Donc beaucoup d'IntelliJ, donc c'est du développement Java en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des gens qui font du VS Code en Java pour développer du Java? Oui, il y en a quand même quelques-uns. OK. Donc une belle audience, on va dire Java, ça tombe bien, ma petite démo est en Java. Alors, continuons un peu plus loin là. Alors VI Emacs, bon, formidable. J'utilise VI régulièrement. En fait, est-ce que faire du SSH plus du VI, c'est développer dans le cloud? Peut-être. En fait, VI, c'est installé sur tous les systèmes. On se connecte, il y a un VI. Ça, c'est à peu près sûr. Et donc, on peut aller éditer son fichier. Si on a un Git installé, on peut peut-être même aller committer, faire un push, et puis derrière, il y a un build, et finalement, on est en train de développer dans le cloud. Alors, on ne fait pas tout, et puis ça dépend ce qu'on attend un peu de son outil. Je vais y revenir dans un instant. Et ça ressemble beaucoup au quick edit qu'on va faire sur GitHub pour faire un edit et puis un pull request, ou sur GitLab, le merge request qu'on fait vite fait, qu'on balance, qui déclenche un build et qui nous permet de pousser peut-être même en prod si on fait du déploiement continu. Pour ceux qui étaient dans la salle avant, pour écouter la partie Chrome DevTools, c'est pareil, le Chrome DevTools, il est sous la main, il n'y a pas besoin d'installer, on a le navigateur, on a le Chrome DevTools qui vient avec, c'est quand même pas mal. Maintenant, historiquement, ça ressemblait un petit peu à ça. On avait un serveur et tous les outils étaient sur le serveur. C'est un petit peu petit, non, ça va, c'est pas mal.
le code source, le compilo, enfin tout ce qui appartenait au build, les applications tournaient sur ce même environnement, les données auxquelles on accédait étaient là aussi sur le même environnement, on avait un peu d'outils, enfin bien sûr on avait tout ce qui était prompt, et puis on avait des ressources potentiellement conséquentes parce qu'on avait un gros serveur, un gros mainframe, peu importe ce que c'était, mais tout était là, et finalement, là on était dans le mode télétravail absolument impossible. On a un petit peu évolué en 50 ans, heureusement, et un setup assez classique, c'est j'ai une petite VM, une petite machine virtuelle dans le cloud, auquel je me connecte, et c'est particulièrement populaire auprès des DevOps, qui permet d'avoir des outils, alors bien sûr VI, mais probablement quelques autres outils, qui me permettent d'accéder à mon environnement de manière sécurisée, mais d'à peu près n'importe où, et de retrouver mes petits. Et en fait, il y a presque 10 ans, chez Google, on a lancé quelque chose qui s'appelle Cloud Shell, qui permet de faire ça et de l'industrialiser un peu. Si vous avez un environnement cloud et que vous avez un projet en Google Cloud, eh bien, vous avez tout de suite la possibilité de lancer cette petite VM qui est provisionnée pour vous, qui démarre en quelques secondes, à laquelle vous interagissez à travers un navigateur. Donc, vous êtes directement dedans, il n'y a pas de client SSH à installer. Et vous avez un environnement personnalisé, vous avez 5 gigas d'espace perso, et puis surtout, vous avez des binaires qui sont à jour en permanence. Donc en fait, c'est un peu plus qu'une machine virtuelle, c'est un container où on va maintenir les images des binaires les plus utilisés, que ce soit les Git, les Java, les Docker, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et de très utilisé, qui depuis a été popularisé et que vous retrouverez dans tous les cloud providers, tous les hyperscalers ont une solution assez similaire. Alors ça pose ensuite la question de savoir qu'est-ce qu'on attend, parce que là c'est un environnement quand même assez simpliste, on ne va pas très très loin avec un VI, enfin on est en mode terminal pour la totalité, et de nos jours on attend un peu plus de nos outils de développement, surtout si on a cette approche de l'IDE qui fait des suggestions, qui fait de la complétion, du refactoring, qui va nous générer du code de plus en plus avec de l'IA, donc tout le monde fait ça aujourd'hui, qui va peut-être nous permettre d'analyser du code. Ça, c'est un cas d'usage assez classique. On va récupérer du code de quelqu'un d'autre, on va le sélectionner, on va dire explique-moi ce qui se passe là-dedans. Donc ça, c'est une vraie fonctionnalité. C'est vraiment quelque chose qui va améliorer notre productivité. Et c'est quelque chose qu'on est en droit de plus en plus d'attendre d'un outil de développement de nos jours. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement, pour beaucoup, encore, je pense y compris dans cette salle, c'est quelque chose où on a un poste de développement, on a notre outil de développement favori, donc j'ai mis les deux, ça tombe bien, vous ne m'avez pas dit que VI, Emacs, c'était les premiers, donc IntelliJ, VS Code. On a le navigateur, on a tous nos outils ici que j'ai mis en rouge, parce que finalement, c'est à vous de les maintenir quand il y a une nouvelle version de Java, quand il y a un nouveau Git, quand il y a un CVE et qu'il faut vite mettre à jour les binaires sur le poste de travail, c'est votre responsabilité. Le code source, après, bien sûr, il y a un référentiel commun, mais il est sur le poste de travail, et on y reviendra, ce n'est pas toujours une bonne idée. Et puis la puissance, c'est celle de la machine. Donc celle-là, elle n'est pas extensible, il n'y a pas l'élasticité qu'on pourrait trouver dans les environnements de type cloud. Et donc, c'est à vous de maintenir cette stack, cette installation. Qui connaît Code Server? Il y en a quand même quelques-uns, c'est bien. Code Server, c'est très simple. C'est VS Code, mais qui tourne sur le serveur. Et on y accède à travers un navigateur. Mais c'est vraiment VS Code. Donc c'est un projet qui existe sur GitHub. Vous allez installer ça sur un serveur. Vous ouvrez les ports qui vont bien, et puis vous accédez sur cette machine où tourne à travers un navigateur à VS Code, et vous installez vos plugins. Ça, c'est quelque chose qui permet de scinder un environnement on va dire de bureautique, par exemple, de machines en local, et puis un environnement de type développement. Donc ça permet de faire une petite évolution. On est toujours en développement local, mais on a peut-être une machine virtuelle, un VirtualBox, ou moi je suis sur un Chromebook et je peux avoir un petit environnement Linux dans lequel j'ai ma VM. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut séparer les deux. On peut appliquer des techniques de gestion de VM de type suspend, clone, backup et ainsi de suite. Mais ils sont toujours en rouge là, mes Git, Java, Python, Docker. Toujours à moi de les maintenir. En fait, la VM, c'est à moi de la maintenir. Mais j'ai isolé un petit peu la responsabilité de ce qui était mon environnement de développement.
Donc l'étape suivante, naturellement, c'est d'emmener ça dans le cloud. Pourquoi emmener ça dans le cloud? Eh bien parce qu'on sera dans un environnement élastique. On aura la possibilité de mobiliser pour un build, par exemple, des ressources le temps du build. On va peut-être avoir une bande passante plus importante. On va avoir du code qui va rester sur le serveur. Et c'est peut-être pas un sujet pour vous tous, mais l'exfiltration de code, c'est un sujet pour un certain nombre d'entreprises. Et savoir que le code ne va jamais sur des machines locales qui peuvent être volées, qui sont peut-être pas forcément, dont le disque n'est pas forcément encrypté, c'est un vrai sujet pour un certain nombre d'entreprises et de projets. Et puis on va amener globalement cet environnement plus près d'un environnement de build, mais de test, plus près de la prod, et on va être plus près de l'environnement final. Et ça va être intéressant au fur et à mesure qu'on progresse vers la production. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a eu dans les précédents. On a mis la VM dans le cloud. Bon, très bien. On est proche des services cloud, qui soient publics, enfin publics au sens accessible à toutes les personnes qui sont dans le projet, mais également à des ressources qui sont peut-être même privées, même on-prem, auxquelles on peut accéder à travers un virtual private cloud. Et là, cette fois-ci, on a des ressources qui sont élastiques. Et on va être capable, comme je le disais, avec côté serveur, de mobiliser des ressources pendant qu'on en a besoin et de facturer pour ce qu'on utilise. Donc ça, c'est très bien, mais on a encore deux problèmes. Le premier, c'est que la complexité, on l'a poussée vers le cloud, mais ce n'est pas très reproductible. Il faut encore la maintenir, cette stack. Là, c'est toujours en rouge, c'est toujours le jour où il y a un CVE, il faut aller faire la mise à jour sur cette machine virtuelle. Et puis, bon, la petite flèche bleue entre les deux gros pavés, il faut le sécuriser. C'est de l'HTTP, potentiellement sécurisé, mais il faut quand même protéger ça avec des droits de type IAM, peut-être avec un firewall. Enfin bref, on ne donne pas accès à tout le monde et peut-être allow listé, donc ne permettre que certaines adresses IP de s'y connecter. Donc, l'étape suivante, c'est d'avoir un environnement qui est certes customisable, où on va être capable d'avoir son environnement, mais qui est également reproductible. Et ça, clairement, c'est le domaine des containers. C'est ce qu'on a fait pour les applications. Et donc, c'est ce qu'on va faire également pour l'environnement de développement. On va containeriser son environnement de développement. On va avoir une image de base, peut-être elle-même construite sur d'autres images, qui vont permettre d'intégrer son environnement avec ses dépendances, ses librairies, les binaires dont on a besoin, les trucs maison que personne d'autre n'utilise, et qui vont se retrouver de base dans un environnement pour un développeur. Et donc finalement, la seule différence ici avec le schéma précédent, c'est qu'on a un container et que si on a bien fait ce container, eh bien, tous les binaires qu'on a, tous les outils qu'on utilise, eh bien, c'est dans une image qui elle-même est gérée par une équipe dont le job est effectivement de mettre à jour les versions et de se tenir au courant de tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir. Et donc, quand on construit sur ce genre d'image, et il en existe un certain nombre dans la nature, eh bien 80% du boulot de la construction de cette image qui est déjà pris en compte, et on n'a plus qu'à rajouter ce qui nous est vraiment propre à notre environnement de développement, à notre entreprise, à notre projet. Donc à ce stade, je vais essayer de vous faire une petite démo pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Alors, on va retourner dans mon petit environnement ici de dev. Donc c'est un VS Code, c'est une petite appli Spring. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si je trouve mon truc, on va la lancer, cette appli, on va voir un petit peu ce qu'elle fait, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc une petite appli Spring Boot qui démarre. Alors on est où là? On est dans une VM, dans le cloud, dans le data center Google, très bien. Et bon, l'appli a démarré, elle écoute sur le port 8080. Bon, super. C'est quoi ce port 8080? Comment j'y accède? Alors, j'y accède de la manière suivante. Ici, je suis dans un environnement qui s'appelle Cloud Workstation, qui me permet de faire un mapping automatique et qui me permet d'accéder, moyennant authentification et un certain nombre de vérifications, bien entendu, à un port qui est en écoute. Et à chaque fois qu'on lance un process qui écoute sur un port, eh bien, on a accès ici à ça. Donc, ici, si je ne me trompe pas, on va faire comme ça. Et donc, voilà, mon application est là. Et donc, c'est une application particulièrement utile. Je rigole à peine, je m'en sers de temps en temps moi-même.
On a des PDF et on veut en faire un seul. On a plusieurs fichiers PDF et on veut les concaténer et en faire qu'un seul. Et donc mon application me permet de faire ça. C'est très simple, hein, ça tourne sur Linux dans un container qui a un binaire qui s'appelle PDF Unite. Bon, très bien, il y a quelqu'un qui maintient ça, je n'ai pas besoin moi d'aller de le faire. J'encapsule l'accès à ce binaire et puis j'embarque tout ça dans une appli web. Je le mets dans un truc qui s'appelle chez nous Cloud Run. Et puis je le poste. Et puis donc on va tester. Donc là je suis pas sur un, si vous voulez voir l'URL, je suis sur une URL de développement. Après on pourra toujours le pousser. Donc je vais aller chercher quelques PDF. Je vais en prendre 2 parce que je pense que ça suffit. Peut-être pris 2 fois le même. Non, j'ai pas pris 2 fois le même. Et puis on va lancer, on va merger. Dire merde, un petit problème. Alors mon environnement, il est peut-être pas si bon que ça. Il me manque quelque chose, manifestement. Et si je reviens ici dans mon environnement de dev, si je le retrouve, on va faire comme ça. Voilà. Il me dit, effectivement, il s'est planté. Ah, le PDF Unite, le fameux, là, il n'est pas installé sur mon environnement dev. Donc mon image, elle est bien, elle a du Java, elle a un serveur VS Code, mais elle a la bonne version de Spring, elle a tout ce qu'il faut, mais manifestement, il manque ce petit binaire. Bon, qu'à cela ne tienne, on va aller faire un petit... je dois l'avoir dans mon historique. Où est-ce que je ne l'ai pas? On ne va pas l'enlever, on va le remettre. Un petit utilitaire, install, sans la faute de frappe, et ça devrait aller mieux. Et donc, typiquement... Install Properties. Bon, on va vérifier, est-ce que tout ça fonctionne? Donc là, typiquement, on est sur un cas où ce container, il mérite une amélioration, au moins sur les couches hautes du container. Tout ce qui est infrastructure est bien dedans. Par contre, on va avoir besoin de faire quelque chose ici pour rajouter ce binaire, typiquement dans le truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode miroir pour voir un petit peu plus ce que je fais. Oui, avec deux. Ça a l'air bon. Bon, alors je vais vous le montrer sur l'autre PC du coup. Mais donc l'idée ici, c'est d'avoir cet environnement où on a un environnement familier. Donc je vais pouvoir configurer mes raccourcis clavier, je vais pouvoir configurer mes options de debugger, je vais pouvoir poser des questions de type AI. Et puis je vais également pouvoir tester en local, mais je vais aussi pouvoir tester avec les vraies ressources. Je suis dans le cloud, donc si je veux développer dans la ressource en local, si je veux pooler des images, je vais faire tout ça dans le cloud. Et si j'ai une registry et qu'elle est elle-même aussi dans le cloud, je n'ai pas besoin de tirer une très grosse image sur mon ordinateur pour la repousser ensuite sur un service de type dev ou bien sûr test et encore moins prod. Voilà. Alors tout ça tourne dans un environnement qui s'appelle Workstations. Et Workstations, c'est quelque chose qui a 3 composants, pour faire simple. Le premier, c'est un cluster. Et le cluster, il est important essentiellement pour définir le lieu géographique, parce que le réseau, on ne peut pas complètement le masquer, on y reviendra. Donc moi, j'ai un cluster ici qui est en Europe, qui doit être en Belgique. Et ensuite, et c'est là que c'est intéressant, j'ai défini une configuration pour mes workstations. Si bien que je vais dire qu'une nouvelle workstation appartient à un cluster existant. Et éventuellement, j'ai des options pour démarrer plus rapidement et pour avoir des VM qui sont chaudes quand on va les utiliser. Peut-être même ne jamais descendre à 0 en termes de VM. Là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir définir complètement le type de machine. Je vais dire que c'est une machine ici avec 4 CPU, 16 Go de RAM, ou bien aller chercher des choses beaucoup plus conséquentes parce que j'ai besoin de ça. Et encore une fois, ce sont des ressources de type cloud qui sont mobilisées le moment pendant qu'on utilise, donc pas nécessairement 24/7. Je vais la mettre dans une zone qui, bien sûr, découle de la zone du cluster. Des options pour savoir si on va faire un shutdown automatique et au bout de combien de temps. Et puis, et c'est là que c'est intéressant aussi, décider de quelle image on va utiliser. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est utiliser l'image de base, donc avec un code OSS, donc le VS Code côté serveur, mais vous voyez que j'ai une liste assez longue ici de produits
et d'outils de développement, en particulier ce JetBrains, j'y reviendrai, qui peuvent être utilisés comme image de base. À terme, l'idée, c'est qu'on n'utilise pas quelque chose de base, c'est qu'on utilise une image qui vous est propre, qui a été construite probablement sur une de ces images. Et c'est là qu'on aura rajouté le binaire qui me manque, et ainsi de suite. On va pouvoir gérer l'espace disque, bien sûr, et puis protéger ça avec un peu d'IAM. Donc ça, ce n'est qu'un template. Ensuite, on va l'instancier sous forme de workstation. Et vous allez voir ici que j'ai 2 workstations qui sont en train de tourner. La première que je viens d'utiliser, donc si je reclique sur Launch, je vais relancer un environnement qui va être le même que celui que vous avez vu il y a un instant, si tout fonctionne. Et un deuxième qu'on va revoir dans quelques minutes. Voilà. Donc Code ASS for Workstation, et je vais retrouver mon environnement. Et je suis dans un navigateur, encore une fois, autorisé, mais je n'ai rien sur cette machine. Encore une fois, c'est un Chromebook que je vais rendre dès que je rentre au bureau. Voilà, on va retourner un peu sur la présentation. Et si je fais ça, ça marche ou pas? Ça marche, c'est formidable. Alors effectivement, vous allez me dire, VS Code, bon, c'était beaucoup de monde dans la salle, mais c'était en total à peu près la moitié. Donc il y a l'autre moitié qu'on ne voudrait pas laisser sur le bord du chemin. Et si on fait la somme de tout ce qui est disponible ici, y compris Vim, qui n'est pas ici, mais bien sûr que vous pouvez utiliser, je crois qu'on couvre une bonne partie, si ce n'est tous les gens qui se sont exprimés. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que tout ça est possible. Et que le modèle qu'on a ici permet d'avoir, côté client, sur son ordinateur, ici, un IDE qui est celui qu'on utilise tous les jours. Par exemple, IntelliJ. Au prix de ce qu'on appelle une gateway, en l'occurrence chez JetBrains, qui permet de communiquer avec une partie serveur. Et cette partie serveur, elle est intéressante parce qu'elle préserve les bénéfices d'avoir un environnement de type serveur où le code source reste sur le serveur. Souvenez-vous, cette histoire d'exfiltration de code. Toute la logique, toute l'intelligence du serveur, de l'outil de développement reste côté serveur. On a l'intégration à la machine virtuelle sur laquelle on est, avec le terminal, les outils de build, ainsi de suite. Et côté client, finalement, on a assez peu de configurations qui sont liées proprement à ça, essentiellement des notions de style et des choses que l'on peut configurer en local et préserver en local. Une petite variation sur cette solution, c'est d'utiliser cette fois-ci soit IntelliJ, soit VS Code, et avec un tunnel SSH qui permet, donc c'est une installation, là cette fois-ci en local, qui permet de travailler avec une partie serveur, soit d'IntelliJ, soit de VS Code, de la même manière. Alors, je vous ai montré, moi, ce que je connais, c'est-à-dire Cloud Workstations, mais il y a un certain nombre d'acteurs dans ce domaine qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctionnalités, qui ont soit des positionnements, soit des fonctionnalités un tout petit peu différentes. Mais on retrouvera JetBrains, dont j'ai parlé à l'instant, Eclipse, pour les fans d'Eclipse, Theia a une solution très, très similaire, d'ailleurs, qui a été intégrée pendant très longtemps dans Cloud Shell, dont je vous parlais, cet environnement qui permet de développer rapidement, d'avoir son environnement dans le cloud. Gitpod a une approche très similaire, c'est du VS Code côté serveur, bien sûr très proche de tout ce qui est build et de son source et de ses pipelines de type CI/CD. Coder, c'est la boîte qui maintient essentiellement le VS Code côté serveur dont on parlait à l'instant. GitHub a CodeSpace où on va bien au-delà de tout ce qui est j'édite un bout de code et puis commit, pull request et donc déclenchement d'une CI/CD, il y a beaucoup plus de choses. Et puis en fait le premier qui s'est lancé un petit peu là-dedans, là on était vraiment dans le Cloud IDE pur où tout est dans un navigateur. C'est Cloud9 qui a été racheté il y a déjà quelques années maintenant par AWS. Donc tous les grands acteurs proposent quelque chose là-dessus. Après on va voir si c'est quelque chose qui est vraiment pertinent et si oui, pour quel type d'audience. Alors, du coup, on va repartir sur une petite démo. Cette fois-ci, je vais passer sur l'autre machine. Donc, quelque part en régie, je crois qu'il faut qu'il fasse un petit truc pour que ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, ça se passera pas mal quand même. Alors, nous y voici. Alors,
Quelqu'un me rappelle le raccourci clavier sur Mac pour faire du mirroring? Vous êtes tous sur Linux? Vous allez me faire rire. Windows? Non. Alors je vais vous embêter, je vais faire ça 2 secondes vite fait. Toujours des trucs auxquels on ne pense pas. System settings. Screen time, appearance. Commande et fin? Ben voilà. Il suffisait de me le dire. Merci beaucoup. Super. Alors ici, j'ai un outil qui s'appelle la JetBrains Gateway. C'est un Mac que j'ai récupéré comme mon remplaçant, là, mon ordinateur de près. Ça aussi, c'est un ordinateur de près. Il n'y a rien installé dessus. Alors, je triche un petit peu. Il y a plein de trucs qui viennent, mais ça, c'est Apple qui décide. Et puis, il y a JetBrains Gateway. Mais c'est tout. JetBrains Gateway, voilà, j'ai le DMG, je l'ai installé, terminé. Et donc, à ce stade, je suis capable de me connecter dans Google Cloud, de voir que j'ai un projet, de voir qu'il y a une workstation qui m'attend, qui s'appelle workstation java-dev. Si tout fonctionne bien, on va vérifier la connexion Internet. On va me proposer une version d'IDE. En l'occurrence, ici, côté serveur, c'est une image que j'ai définie comme me proposant IntelliJ. On va faire également, à travers de cette image, des upgrades forcés. C'est-à-dire que IntelliJ, à travers cet environnement, va proposer à terme 2 versions maximum. Et il n'y aura pas 25 versions différentes. Et va pousser au fur et à mesure les gens à upgrader. Ce qui n'est pas un bug, mais plutôt une feature, au moins pour un certain nombre de types de développement. On va me demander sur quel répertoire je veux travailler. Et en l'occurrence, sur cette machine que j'ai déjà utilisée, j'ai fait mon git clone sur le même projet que vous avez vu à l'instant. Et à ce stade, on va vérifier que la VM a bien démarré. On va vérifier que la partie serveur de l'IDE a bien démarré. Et elle a démarré ici, ce n'est pas le cas. Et on va dézoomer un petit peu. Et on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble furieusement à IntelliJ. Et pour cause, en fait, c'est IntelliJ. Il n'y a pas grand-chose qui va me permettre de voir que c'est différent. En fait, vraiment, tout devrait paraître identique. Il y a un petit truc, par exemple, ici, un truc qui s'appelle localhost. Là, ça, vous n'avez pas dans IntelliJ. Un truc qui vous dit un petit peu quelle est la latence par rapport à votre serveur, la charge CPU, donc tout ce qui se passe essentiellement dans cet environnement entre une partie cliente, où ne fonctionne finalement que la partie rendering, et toute la partie serveur, où se passe tout le refactoring, tout le build, et ainsi de suite. Et donc par exemple ici, si je suis sur un terminal, eh ben, je suis typiquement, alors c'est peut-être un peu bas, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis sur ma machine workstation Java Dev, donc je suis bien côté serveur. Donc écoutez, on va essayer de recommencer la petite histoire de tout à l'heure. On va démarrer, on va voir cette fois-ci que, alors lui, il y a un raffinement dans l'outil qui permet tout de suite de voir quels sont les ports qui sont utilisés, d'ouvrir tout de suite dans un navigateur l'application, donc la même application, vérifier que, puisqu'on est basé sur une image commune, ici on va mettre 2 PDF, pardon, et on va faire le merge. A priori, cette fois-ci, j'ai installé le package qui manquait et j'ai mon petit merge avec mes 2 trucs, donc bon, je suis assez content, je vais pouvoir le pousser en production, ou au moins en test. Donc là, la seule chose finalement qui pourrait, au-delà de cette petite image, cette petite icône ici, montrer que ce n'est pas le vrai IntelliJ, c'est aussi les settings. Donc les settings, vous allez voir que pour chacun d'entre eux, en fait, on va avoir une petite mention qui dit que c'est soit un setting de type client, tout ce qui est apparence sera de type client. Par contre, il y a beaucoup de choses, les scopes, les notifications ici, qui sont côté host, c'est-à-dire côté serveur, et en l'occurrence ici, dans ma workstation. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur ces 2 environnements qui vous permettent d'avoir du code qui reste côté serveur, d'avoir la puissance et la flexibilité et l'élasticité du cloud, et puis ne pas changer vos habitudes. En l'occurrence, là, c'est vraiment l'IntelliJ à quelques petits détails près.
Voilà, alors du coup, on va éviter de rebasculer, on va essayer de continuer sur la présentation ici. On va voir, est-ce que je l'ai ici? Non, on va rebasculer. Ça va pas leur plaire en régie, mais c'est pas grave. Si? Pas mal, super. Il n'y aura plus d'autres bascules, je vous promets. Voilà, donc ce que je vous ai montré rapidement, ce que je connais bien, mais encore une fois, c'est un environnement qui existe sous d'autres fournisseurs de cloud, ou pas uniquement. C'est Cloud Workstation qui vous permet d'avoir un service manager qui vous permet de gérer donc, ces VM qui hébergent des containers, avec cette distinction entre ce qu'est un cluster, une configuration et l'instanciation d'une config au travers d'une workstation. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Alors bien sûr, on vient de le voir, on peut faire tourner des IDE, soit complètement côté serveur, soit de manière distribuée avec un mode un peu split. On peut tester, exécuter du code dans son environnement réel. Donc plutôt que d'avoir un émulateur côté client, eh bien on va être capable d'utiliser les vraies ressources parce qu'on est déjà dans l'environnement. On va pouvoir utiliser n'importe quel type d'outils accessibles à travers un client web. Donc pour tous ceux qui sont plutôt data scientists, des notebooks Jupyter par exemple, c'est largement utilisable, et ce de manière sécurisée en gardant tout le code et toutes vos données côté serveur. Tout ce qui est à base de SSH, ça c'est classique et facile. Et quand il s'agit de construire cette image, en fait, c'est du container. Vous avez pour la plupart des expériences et des expertises autour de ce que c'est que de construire des images Docker efficaces, sans trop de trous de sécurité, qui se construisent vite, avec différents layers. Tout ça, ça s'applique ici à la construction d'une image qui est pour votre environnement de développement et non pas seulement pour la production. On va pouvoir customiser du coup absolument tout, rajouter des binaires, rajouter des librairies et avoir quelque chose qui soit extrêmement proche de ce que quelqu'un veut installer et ce dont il aura besoin. Et puis tout ça finalement c'est une VM. Donc après la VM, si vous voulez donner depuis cette VM accès à des ressources qui sont privées à travers un VPC, y compris des choses on-prem, parce que vous avez créé le tunnel qui va bien, eh bien, il suffira de donner accès à cette VM précisément et on aura accès. Et puis, si vous avez des outils de type GitLab, TeamCity, c'est aussi des choses qu'on sait intégrer. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire plusieurs choses par rapport à tout ce cheminement, ces petites démos. Dire deux mots de comment on fait ça chez Google. Non pas parce que tout le monde ressemble à Google ou veut ressembler à Google, c'est une mauvaise idée. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas recommandables dans plein d'autres environnements. Google travaille avec un monorepo, ça je pense que l'essentiel de vous le savent, ce qui a beaucoup de conséquences. On a beaucoup d'outils pour faire de la recherche de code, et nous pour le coup tout le code reste côté serveur, ça c'est absolument systématique et on ne transige pas là-dessus. On a beaucoup de style guide, on a beaucoup d'outils pour écrire des tests, pour exécuter des tests le plus rapidement possible, de tout niveau, depuis les unitaires, l'intégration et ainsi de suite. On a beaucoup d'outils pour faire des code review et valider du code une fois que la code review est arrivée à complétion. Beaucoup d'outils pour améliorer les builds, parce que les tests soient rapides, c'est bien, mais les builds jusqu'au bout, qui peuvent pousser jusqu'à la prod avec du déploiement continu, c'est très intéressant. Et si c'est distribué, ça peut s'exécuter plus rapidement, c'est très intéressant parce qu'on veut vraiment être capable d'itérer le plus vite possible. Et il y a deux choses sur lesquelles on ne transige pas. La première, je l'ai déjà dit, c'est qu'on n'a pas de code sur nos machines de dev. Jamais. C'est absolument impossible. Quelques rares exceptions quand on travaille sur du code open source, mais même dans ces environnements-là, ce n'est pas des choses que l'on fait très souvent. Et puis finalement, on n'a pas le mode split dont je vous ai parlé. On n'a pas non plus de choses installées sur nos postes de travail. On a un web IDE qui nous est propre, qui ressemble beaucoup à ce que l'on propose ici à travers Workstation. Alors c'est vrai que quand on est connecté chez Google, dans le réseau, ou même chez soi, en tous les cas la partie Google, le réseau est très très bon. C'est ce qui nous permet de faire des trucs comme des bases de données distribuées, Cloud Spanner, où on défie un peu les lois du CAP théorème. Il est très bon le réseau, c'est sûr.
Et on n'est pas comme dans le train en train de se demander si on est connecté ou pas. Ce qui m'amène en fait à une autre réflexion qui est celle-ci. Est-ce que quelqu'un connaît les fallacies of distributed computing? Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle? C'est quelque chose qui a, je crois, bientôt 30 ans. Et à l'époque, je crois que c'est quelqu'un chez Sun Microsystems qui avait pour slogan « The network is the computer », ce qui ne veut rien dire, ne cherchez pas, mais ça sonnait bien, qui avait énoncé un certain nombre de fallacies, j'avoue que je ne sais pas comment, de lois, on va dire, de contresens, je ne sais pas, il doit y avoir un mot plus proche de ça. Pour ce qui est du distributed computing, à l'époque, souvenez-vous, on faisait du corba, on se disait tout va être distribué, ça va être des agents qui vont se parler. Et puis en fait, tout ça oubliait souvent qu'il y a du réseau. Et le réseau n'est pas fiable. 30 ans plus tard, il ne l'est toujours pas. La latence n'est toujours pas à zéro. Alors oui, on peut avoir une très belle latence, on a de la fibre, on a des trucs incroyables, et c'est ce qui fait que nous, avec un web IDE chez Google, ça fonctionne, mais on n'est pas à zéro. Et puis, la bande passante, oui, elle s'améliorait, mais bon, on l'utilise plus. Donc au final, c'est un peu comme les CPU qui augmentaient, et on en tirait plus, et on ne voyait pas trop l'amélioration. Le réseau n'est pas sécurisé. On peut faire un maximum de choses, mais il y a toujours des choses qu'il faut faire pour le sécuriser. La topologie, elle change régulièrement. Et quand on veut savoir ce qui s'est passé, il n'y a pas un administrateur. Il y en a plusieurs, surtout dans tous ces réseaux hétérogènes. Le transport, le coût de transport n'est pas nul. Et le réseau n'est pas homogène. On a plein de réseaux interconnectés. Et donc tout ceci me fait me poser la question, qui est de savoir est-ce que finalement les meilleurs outils sont dans le cloud aujourd'hui? Est-ce que le développement à base de cloud, c'est vraiment pour tout le monde? La réponse, c'est non. C'est non, mais si vous avez une équipe de taille moyenne, voire grande, si vous avez des gens qui arrivent régulièrement, qui repartent, et auxquels il faudrait quand même, malgré tout, couper les accès, si vous avez besoin de vous protéger contre l'exfiltration de code, j'en ai parlé, si vous voulez utiliser la puissance et la flexibilité, l'élasticité du cloud, et puis si vous voulez utiliser les vrais services plutôt que des émulateurs en local, il y a quand même un potentiel pour changer radicalement la manière dont on s'organise avec ces contraintes-là. Et donc je vous invite à regarder l'état de l'art, à vous renseigner, à essayer des choses pour que s'il y a des évolutions dans notre industrie, vous soyez les premiers à en tirer les bénéfices. Juste un petit truc, là, j'étais là effectivement il y a 10 ans, et voilà, j'ai retrouvé quelques photos en cherchant les photos prises à Nantes. On fait un travail formidable, on est dans un écosystème, moi je trouve incroyable, je me lève tous les matins, je suis content de me lever, d'aller travailler, de rencontrer des gens, de faire des présentations, de découvrir de nouvelles technologies. Et donc voilà, juste un petit clin d'œil aux orgas qui n'étaient pas dans un lieu aussi prestigieux, quoique il avait quand même de la gueule. Et avec des organisateurs et des conférences comme ça, c'est vraiment pas dur de rester motivé dans cet écosystème. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec ma présentation. Je vous invite à scanner un nouveau QR code. Cette fois-ci, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Cloud Workstations et pour me faire également du feedback. Sur ce, Estelle, il me reste du temps. On peut t'applaudir déjà. Merci beaucoup.